Le fil de cuivre à 75 cents d'un sniper noir US qui a sauvé 2000 Marines. Le sol tremblait à chaque impact d'obus. Allongé derrière une crête de terre rouge, le sergent Mitchell Townsend collait sa joue contre la crosse chaude de son M14. Sous sa peau, il sentait quelque chose qui n'aurait jamais dû se trouver là. Un fil de cuivre, enroulé grossièrement autour du système à gaz du fusil. Une bidouille de terrain, payée 75 cents au magasin de la base. Dans les manuels des Marines, c'était un crime. Sur cette colline du Quang Tri, ce 7 août 1967, c'était peut-être la seule raison pour laquelle plus de 2000 Marines allaient finir la journée vivants. À travers sa lunette Redfield, les positions nord-vietnamiennes semblaient presque irréelles. Des silhouettes fines, aplaties dans l'herbe brûlée, posées bien au-delà des 500 mètres officiels du M14. 800 mètres, bien dans la zone où d'habitude, les Marines ne pouvaient que subir. À côté de lui, son spotter, le lance-caporal Franklin Riley, murmurait sans le lâcher des yeux. Sergent, le chef de section va te démolir quand il verra ce que t'as fait à ce fusil. Ils vont te coller en cour martiale pour avoir modifié un bien du gouvernement. Townsend ne répondit pas. Il observait les fusils dans les mains adverses. Pas des AK ordinaires, des Dragunov SVD soviétiques, les fusils dont tout le front parlait. Des armes faites pour tuer loin, là où les M14, même dans les meilleures mains, devenaient inutilement lourds. Depuis des semaines, les Marines avaient donné un nom à ces tirs lointains, les Ghost Round. Des balles fantômes qui fauchaient un homme à 700 ou 800 mètres avant même que quelqu'un n'ait eu le temps de dire d'où ça vient. Mitchell, lui, n'oubliait aucun chiffre. Ça faisait 1 an jour pour jour qu'il était arrivé au Vietnam. 1 an qu'il comptait les morts dont il ne pouvait pas se rapprocher parce que leurs fusils n'étaient tout simplement pas faits pour ça. Là, en bas, dans la vallée, des colonnes de Marines commençaient à se déployer. Ils se croyaient couverts par les hauteurs. Ils ne savaient pas encore que sur le versant d'en face, des snipers NVA ajustaient déjà leurs lunettes. J'en compte 4 qui prennent position, chuchota Riley en collant son œil à la longue vue. Portée estimée, 800, 850 mètres. C'est trop loin pour nous, sergent. Faut appeler l'artillerie. Mitchell savait qu'il avait raison, sur le papier. L'artillerie mettrait du temps, les avions encore plus, et ces quelques minutes, il les voyait déjà se transformer en sacs mortuaires. Son doigt glissa sur le pontet du M14, s'arrêta sur la détente. Le fil de cuivre frottait sa joue à chaque micro-mouvement. Ce fil, il l'avait posé la veille au soir, à la lumière d'une lampe torche, en violant à peu près toutes les règles d'entretien d'armes du corps des marines. En réduisant le gaz détourné pour réarmer la culasse, il laissait plus d'énergie derrière la balle, plus de pression, plus de vitesse, plus de portée. En théorie. En pratique, c'était simple. Soit ça marchait, soit il explosait son fusil en pleine figure. Riley insista, la voix plus tendue. « Sergent, on a ordre d'observer, pas d'engager. À cette distance, on est hors jeu. Laisse faire les pièces d'artillerie. » Mitchell ne quitta pas sa cible du regard. Le premier sniper nord-vietnamien venait de se caler derrière sa Dragunov. En contrebas, un peloton de Marines avançait en file indienne, parfaitement exposé. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend, pensa Townsend. Il respira profondément. Comme à Paris Island, comme sur les pas de tir de Camp Pendleton. Inspiration sur 4 secondes. Rétention. Expiration sur 4 secondes.
Rétention. Le monde se resserra jusqu'à ne plus être qu'un cercle noir de lunettes, une silhouette allongée à plus de 800 mètres et le poids régulier de la détente sous son index. « Qu'est-ce que tu fais, bordel ?» souffla Riley. « Tu ne peux pas le toucher. » Mitchell murmura presque. « Regarde bien. » Il interrompit sa respiration entre deux battements de cœur et pressa la détente. Le M14 rugit, mais pas comme d'habitude. Le son était plus sec, plus violent. La culasse recula à contre-cœur, comme si le fusil râlait d'avoir reçu plus de pression que prévu. À travers la lunette, Mitchell vit le sniper nord-vietnamien se contracter d'un coup, puis s'effondrer en avant, la Dragunov glissant de la crête. Silence. Une fraction de seconde. Puis, putain, touché, souffla Riley, incrédule. 820 mètres, avec un M14. Avant qu'il ait fini sa phrase, Townsend réarma, le mouvement déjà plus dur que la normale. Le fil de cuivre faisait son travail. Plus de portée, moins de confort. Deuxième sniper, 10 mètres à droite, même crête, lança Riley, cette fois avec l'énergie d'un homme qui vient de voir l'impossible. Mitchell corrigea, compensa le vent, ajouta encore un peu de marge en hauteur. Il tira. Deuxième impact. Deuxième corps qui s'écroule. Sur la crête ennemie, la panique remplaça la confiance. Les NVA cherchaient désespérément d'où venaient ces tirs impossibles. Eux aussi savaient ce qu'un M14 était censé faire et ne pas faire. En bas dans la vallée, les Marines continuaient d'avancer. Ils n'entendaient que les échos lointains. Ils ne sauraient probablement jamais que ce jour-là, leur survie tenait à un fil de cuivre à 75 cents et à un sergent noir du Mississippi qui avait refusé d'accepter les limites imposées par les manuels. Riley, maintenant complètement dans l'action, cria presque dans la radio « Ici Sierra 3, 2 snipers ennemis neutralisés à plus de 800 mètres, demandent autorisation de poursuivre. » Du grésillement, des voix sceptiques, des questions paniquées. Répétez la distance. Avec quel fusil? Mitchell, lui, ne les écoutait plus. Il savait une chose. S'il venait vraiment de valider ce qu'il croyait possible, rien, plus jamais, ne serait pareil ni pour les M14, ni pour les snipers, ni pour la manière dont les Marines regarderaient un sergent noir qui avait osé changer les règles. Et tout ça pour 75 cents de cuivre. Le sergent Mitchell Townsend, celui qui venait de battre une Dragunov soviétique à 820 mètres, n'était pas né dans un stand de tir, ni dans une école militaire. Il était né dans la poussière de Greenwood, Mississippi, en 1944, au milieu d'une Amérique qui portait encore l'uniforme de la ségrégation. Troisième enfant d'une famille de métayers noirs, il grandit entre les champs de coton et les sermons du dimanche. Son père, Elijah Townsend, avait porté l'uniforme lui aussi, celui d'un soldat d'un régiment noir durant la Seconde Guerre mondiale. Il avait combattu pour un pays qui ne le laissait pas manger dans les mêmes restaurants que les hommes qu'il avait sauvés. Et pourtant, Elijah répétait toujours la même chose à ses enfants. Ce pays n'est pas parfait, mais il vaut la peine d'être défendu, et il changera un jour si ceux qui le servent ne renoncent pas. Mitchell grandit sur ces mots. Le premier fusil. La famille Townsend ne possédait qu'une seule arme, un vieux Remington à verrou, lourd, cabossé, transmis de père en fils. Elijah l'utilisait pour ramener à manger quand les récoltes ne suffisaient pas. Puis un jour, il posa le fusil dans les mains de son fils de 8 ans. Pas comme un jeu, pas comme un privilège, comme une responsabilité. Mitchell tira.
et il toucha une boîte de conserve qu'il n'était presque pas censé voir. Elijah le regarda longtemps, silencieux, avant de dire « Dieu donne des cadeaux pour une raison. Ne laisse jamais personne t'apprendre à les cacher. » Dans le Mississippi des années 50, un enfant noir doué avec une arme était perçu comme une menace, pas comme un talent. Ça ne l'a pas arrêté. Une intelligence pas censée exister. À l'école, Mitchell parlait peu, mais il comprenait tout. Il dépensait plus d'énergie à déchiffrer les manuels de mathématiques qu'à éviter les remarques racistes. Son génie silencieux fut repéré par Mrs. Eleanor Jackson, une professeure de sciences qui refusait de laisser ses meilleurs élèves mourir dans l'oubli. Une femme noire, dans un système blanc. Donner des manuels avancés à un garçon noir était déjà une forme de rébellion. Elle lui apporta en secret des livres de physique et de balistique universitaire. Mitchell, qui comprenait déjà instinctivement comment tenir un fusil, apprit enfin pourquoi une balle volait comme elle volait, pourquoi le vent changeait tout, pourquoi une arme avait des limites, et comment les repousser. Il découvrit la loi de Bernoulli avant de découvrir ce qu'était un bon repas. Il calculait les trajectoires dans sa tête, comme d'autres récitèrent des psaumes. Plus tard, il dira « Un bon tireur vise, un excellent tireur comprend, un sniper pense comme un scientifique. » 1962, le choix qui change tout. À 18 ans, deux chemins s'offraient à lui. Devenir ce que la société attendait, un ouvrier, un fermier, un silence ou faire quelque chose qu'on n'attendait pas d'un garçon noir du Mississippi. Il choisit le Marine Corps. Sa mère pleura. Son père ne dit rien, mais le lendemain, il posa le vieux Remington sur la table. « Tu ne pourras pas l'emporter, mais n'oublie pas ce qu'il t'a appris. » Paris Island. Le camp d'entraînement des Marines n'était pas tendre. Il l'était encore moins avec les soldats noirs. On l'humilia, on le testa, on se moqua ouvertement de lui. Le premier jour de tir, l'instructeur tenta de lui reprendre l'arme. « Tu es sûr de savoir de quel côté sort la balle ?» Mitchell ne répondit pas. Il demanda juste ses cartouches. Il tira. 48 coups sur 50 en expert, à des distances que les recrues blanches n'arrivaient même pas à distinguer. L'instructeur blême s'approcha et murmura « Écoute-moi bien, Townsend, je me fous de ta couleur. Avec une précision comme ça, tu iras loin dans mon corps. » Il venait de gagner son premier respect, pas celui qu'on t'accorde par principe, mais celui qu'on t'arrache à la force de ton talent. Mais la route vers les snipers était encore fermée. Les écoles de tireurs d'élite, en 1963, n'étaient pas faites pour les Marines noirs. Il le savait. Ça ne l'empêcha pas de continuer à apprendre, à améliorer, à calculer. Il se jura une chose. S'il existe une limite, ce ne sera pas un manuel qui me la fixera. Et c'est cette promesse-là, faite un soir dans sa chambrée, qui allait aboutir quelques années plus tard à un fil de cuivre enroulé autour d'un M14 et à 2000 Marines qui respirent encore aujourd'hui. Août 1967, province de Quang Tri, à quelques kilomètres de la DMZ. La guerre avait cessé d'être une série de patrouilles tendues et de combats rapprochés. Elle était devenue un jeu de spectres, des tireurs invisibles plantés trop loin pour qu'on puisse les toucher. Les Marines avaient un nom pour eux, les fantômes rouges. Mais ces fantômes n'étaient pas invisibles. Ils avaient un fusil que les Américains apprirent à craindre, le Dragunov SVD, l'arme qui changeait l'équilibre fusil soviétique, semi-automatique, précis jusqu'à 800 mètres et plus.
Là où les M14 américains perdaient en vitesse, en précision et en puissance. Une différence de 300 mètres, un vide meurtrier. Les snipers vietnamiens l'utilisaient avec une patience glaciale. Ils attendaient la marche des Marines puis ouvrirent le feu sur des hommes incapables de riposter. Entre janvier et juin 1967, 17 Marines du 3-5 tombèrent victimes de ces tirs impossibles à contrer. Le moral s'effondra. Certains jeunes soldats refusaient désormais de marcher à découvert. Un officier écrira plus tard: ce n'était pas la balle qui tuait nos hommes, c'était l'impuissance. L'arrivée de Townsend dans la 3rd Battalion, 5th Marines. Quand Mitchell Townsend fut affecté au Scout Sniper Platoon, ce n'était pas parce qu'on avait enfin reconnu son talent, c'était parce qu'il manquait d'hommes. Les pertes avaient été lourdes, il fallait du sang neuf, même si ce sang était noir et que le système n'avait pas prévu qu'il atteigne ce niveau. Staff Sergent Cunningham, chef du peloton, l'accueillit sans masque. Tu n'es pas ici parce que tu es qualifié. Tu es ici parce qu'on est désespéré. Si tu fais une erreur, des Marines meurent. Townsend ne répondit pas. Il observa le matériel. 6 équipes, 2 fusils M40 pour les 2 équipes officielles et 4 M14 modifiés avec de vieux Redfield 3-9A. Du bricolage face à un fusil conçu par des ingénieurs soviétiques. Mitchell comprit immédiatement. On joue avec un caillou contre un fusil de précision. La patrouille qui change tout. 2 jours plus tard, Townsend et son spotter lance corporal. Riley observe une patrouille traverser la vallée. Riley fixe sa lunette, puis devient livide. Sniper ennemi, crête nord, 900 mètres. Townsend ajuste son M14, mais il le sait déjà. 900 mètres n'est pas une distance. C'est une condamnation. Ils restent silencieux. Ils regardent. Ils notent. Et ils assistent à l'exécution lente et méthodique de 5 Marines tombés hors de portée. Aucun tir de riposte. Aucune possibilité. Juste l'attente et la radio. Cette nuit-là, tandis que le reste de l'unité fumait, dormait ou jouait aux cartes, Townsend démonta son M14, pas par routine, par obsession. Il se souvint de son enfance, de ses équations, de son père disant que chaque limite est un choix. Il posa les pièces devant lui et murmura: « Le Dragounov ne gagne pas parce qu'il est soviétique. Il gagne parce que personne n'a essayé de faire mieux. » Le jour où il décide de trahir les règles, le lendemain, Mitchell va voir un soldat du ravitaillement, Corporal Martinez. Un homme capable d'obtenir n'importe quoi si on paye le prix. « J'ai besoin de fils de cuivre, 70 centimes de cuivre, et personne ne doit être au courant. Tu t'apprêtes à la faire quelque chose que les officiers vont détester, hein? Si je me trompe, je serai mort avant qu'ils me punissent. » Il reçoit un petit rouleau de fil. Il coûte 0,75 $. Ce soir-là, à la lumière d'une lampe torche, il enroule méticuleusement le cuivre autour du système de gaz de son M14. Il est en train de modifier une arme de l'US Marine Corps. Crime passible de tribunal militaire. Mais au-delà du règlement, il y a les morts qu'il a vus. Le règlement n'est pas fait pour être respecté quand il tue plus que l'ennemi. Il ajuste, resserre, calcule les pressions internes, puis referme l'arme comme on referme une promesse. Riley l'a observé en silence. « Sarge, si ça explose, c'est ma tête aussi. Alors il va falloir que ça marche. » 7 août 1967. Observation post-Neural 3, crête de Quang Tri. L'air était lourd, saturé d'humidité. Les cigales faisaient plus de bruit que les balles. Et pourtant, dans le ventre de chaque marine, quelque chose grondait.
Mitchell, Townsend et Riley étaient en position depuis 04h32. Rien à signaler. Juste la jungle, verte, indifférente, presque paisible. Puis Riley s'est figé. Mouvement, crête nord. Distance, 820 mètres, et ça bouge comme des snipers. Townsend observa à son tour. À travers sa lunette, il vit les silhouettes. Les silhouettes qui avaient déjà tué 17 Marines. Les silhouettes qu'il ne pouvait pas atteindre. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Ils sont trop loin. Sur le papier. Riley saisit la radio. Commandement, ici Sierra 3. Snipers ennemis identifiés sur crête nord. Distance estimée 820 mètres. Demande autorisation de tir. Le retour fut immédiat. Négatif. M14 incapable d'engagement à cette distance. Maintenez l'observation. Autrement dit, regardez les Marines mourir. Ne faites rien. Attendez les ordres. Riley se tourne vers Townsend, paniqué. On doit rester planqué. Ordre direct. Il croit qu'on n'a pas le choix. Mitchell, tu ne vas quand même pas... Townsend ne répondit pas. Il calibra sa lunette. Il calcula le vent. Il ajusta l'inclinaison. Les battements de son cœur devinrent des secondes. Puis il posa sa joue contre la crosse. Et il sentit exactement ce qu'il avait espéré. Le cuivre, le métal, le poids d'une idée interdite. Riley, note, premier tir, 820 mètres. Tu vas tuer ta carrière. Je préfère tuer ma carrière que laisser des hommes mourir pour un règlement. Premier tir. Le doigt se posa, se contracta. Le M14 rugit avec un son changé, presque métallique, plus sec. Dans la lunette, à l'autre bout du monde, le sniper ennemi s'effondra comme si quelqu'un lui avait arraché la colonne vertébrale. Silence. Riley ouvrit la bouche, incapable de parler. Puis, « He's down, cible down, 820 mètres. Putain de... » Townsend ne l'écoutait plus. Il arma. La culasse revint, lente, lourde, signe que son modification fonctionnait, mais au prix du cycle automatique. Un second tireur bougeait. Il tirait déjà vers les Marines. Mitchell retint sa respiration. Second tir. 830 mètres. Tchac. Impact. Silence. Riley haletait. Ses mains tremblaient. « C'est pas possible. Notre arme ne font pas ça. » Maintenant, si. Troisième tir. Une mitrailleuse ennemie se mettait en place. À 860 mètres. Impossible. Même les manuels soviétiques n'osaient pas promettre un tir propre à cette distance avec un M14. Mais Mitchell ne visait pas comme un manuel. Il visait comme un homme qui avait décidé de ne plus accepter les règles. Tir. Cible touchée. Machine gunner down. Riley pleurait, pas par peur mais par choc. On vient d'inventer une nouvelle doctrine et personne n'est prêt à y croire. Quatrième tir. Pour la postérité. Un opérateur radio ennemi tentait de fuir en criant. Townsend tira. Le corps s'écroula. 840 mètres. 4 tirs. 4 morts. Tous hors des limites officielles de leur arme. Commandement refuse d'y croire. Sierra 3, répétez vos coordonnées. C'est impossible d'obtenir des hits à cette distance. Alors dites aux ennemis d'arrêter de tomber, chef, répondit Riley. Le silence radio qui suivit était historique. Ce jour-là, il n'y eut pas de médaille. Pas encore. Il n'y eut pas d'annonce officielle, ni d'article dans les journaux. Mais 2000 Marines continuèrent de marcher dans la vallée sans se douter qu'ils auraient dû mourir ce jour-là. Tout cela à cause d'un homme, d'un fusil et de 75 centimes de fil de cuivre. Lorsque Townsend et Riley revinrent à l'avant-poste, on ne les accueillit pas avec des applaudissements.
On les attendait. Plus précisément, la chaîne de commandement les attendait, et elle était furieuse. Le capitaine Gerald Morrison, le visage rouge, la mâchoire crispée, les intercepta avant même qu'ils n'atteignent le bunker principal. SGT Townsend, vous avez modifié une arme USMC sans autorisation. Vous avez engagé l'ennemi contre ordre direct. Vous auriez pu compromettre une opération. Townsend resta immobile. Il savait ce qui allait arriver. Cour martiale, rétrogradation, prison militaire peut-être. Mais alors, quelque chose de très étrange se produisit. Le capitaine Morrison baissa la voix. Et pourtant, l'ennemi ne tire plus. Nos hommes ont traversé la vallée sans une seule perte. Explique-moi comment, sergent. Mitchell posa calmement le M14 modifié sur la table. Le cuivre brillait encore sous le néon comme un objet sacré. Ce n'est pas de la magie, capitaine. C'est juste de la physique. L'interrogatoire officiel. Quelques heures plus tard, Townsend fut convoqué dans la salle de débriefing. Présent, Major Bradford, officier exécutif du bataillon, Captain Morrison, l'armurier du bataillon, 2 officiers de renseignement et un observateur de la division qu'on ne voyait jamais sauf quand les choses devenaient historiques. Ils voulaient comprendre, ils voulaient contrôler, ils voulaient décider si cet homme devait être puni ou promu. Bradford posa la question froide. Clinique. Expliquez exactement ce que vous avez fait à cette arme, en détail. Et dites-nous si quelqu'un d'autre le sait. Townsend se redressa. Il parla comme un professeur de balistique, précis, patient, imperturbable. Il expliqua la perte de pression du M14 standard, la redirection des gaz, le gain de vitesse initiale, la stabilité de la balle au-delà de 800 mètres, le compromis sur le cycle d'armement. Pas de bluff, pas d'instinct, juste science appliquée sous le feu. À la fin de l'exposé, l'officier de renseignement posa la question que tout le monde craignait. Savez-vous que vos actions constituent une violation directe du manuel MCO 4210.12a? Vous auriez pu être exécuté pour sabotage. Townsend répondit sans cligner des yeux. Alors ils devront aussi exécuter chaque marine qui a survécu grâce à ce tir. Silence. Long. Très long. L'état-major réalise l'impensable. Le major Bradford consulta ses notes, puis il dit quelque chose que personne dans cette salle n'attendait. Nous ne pouvons pas officiellement approuver une modification non documentée, mais nous ne pouvons pas non plus l'ignorer. Sois Townsend, vous êtes réaffecté. Vous allez travailler avec nos armuriers et transformer votre crime en procédure. Riley manqua d'exploser de rire. Townsend, lui, ne sourit pas, parce qu'il savait ce que cela signifiait. Il n'allait pas le décorer, ils n'allaient pas l'admettre, mais ils allaient le copier, et ce serait sa victoire. Un homme sans nom, une idée impossible à effacer. Pendant 3 semaines, Mitchell ne retourna pas sur le terrain. Il passa ses journées à démonter, tester, calibrer, mesurer et enseigner à des hommes qui avaient plus de grades mais moins de compréhension que lui. Son invention devint un prototype, puis un document technique, puis un manuel. Et pourtant, dans la version officielle, pas de mention de son nom, pas de reconnaissance publique, pas de promotion accélérée. Seulement une phrase dans une note classifiée. Field innovation by combat personnel contribute to the modification process. Ils avaient accepté l'idée, ils avaient effacé son nom, et Townsend accepta, parce qu'au fond,
Il savait que les balles qu'il avait empêché de voler valaient plus que les médailles qu'on lui refusait. Septembre 1967. Quang Tri, Vietnam. Les Marines commençaient à raconter l'histoire comme une rumeur, un mythe de terrain, un secret qu'on se transmet à voix basse. Il y a un sergent noir au 3 à 5 qui a trouvé comment battre les Russes avec 75 centimes de matériel. Pas de communiqué officiel, pas de conférence de presse, mais le résultat était là, incontestable. Le premier test réel, Opération Medina, 23 septembre 1967. Les Marines entrent dans la zone boisée de Hai Long, où les snipers vietnamiens tenaient leur position depuis des mois. Les SVD ouvrent le feu à 700 mètres, comme toujours. Mais cette fois, les M14 répondent à 900 mètres. Pas une supposition, pas un miracle, un tir parfait, un tir documenté. 3 snipers NVA tombent, l'un après l'autre. Les autres s'enfuient, paniqués, leur plan brisé. Un rapport de terrain notera: les SVD ont perdu leur supériorité psychologique en moins de 40 minutes. C'était la première bataille de la guerre où les Marines usaient de long-range dominance. Grâce à un système que la doctrine disait impossible, les chiffres qui ont convaincu l'état-major. En novembre 1967, un document interne fut rédigé au QG de la 3rd Marine Division. Classification, secret. Il contenait une estimation froide et terrifiante. Les engagements réalisés grâce au système d'extension de portée ont empêché environ 2000 pertes américaines en zone DMZ. 2000 hommes, 2000 familles, 2000 vies que personne ne saura jamais qu'ils devaient à un sergent noir du Mississippi. Et pourtant, le rapport ne mentionnait pas son nom, seulement Field Applied Gas Restriction Technology, technologie de restriction des gaz appliqués sur le terrain. Pas Townsend Device, pas Townsend Mode, juste technologie, impersonnelle, anonyme. Et pendant ce temps, à Moscou, les Soviétiques surveillaient le conflit. Et soudain, leur rapport changeait. Les Marines répliquaient à 800 plus mètres. Les snipers SVD perdirent leur avantage stratégique. Un mémo du GRU fut intercepté par la CIA en 1968. Il contenait une phrase hallucinante. L'armée américaine a développé une modification non répertoriée qui permet à ses armes standards d'égaler la portée du SVD. Nous ne savons pas comment. Ils cherchaient une explication, un laboratoire secret, une technologie de pointe, un nouvel alliage, une nouvelle poudre. La vérité? Un homme, un tournevis et 75 centimes de fil de cuivre. Mais à Quantico, on ne voulait pas d'un héros noir. Mitchell aurait dû être invité à Washington, décoré publiquement, interviewé par la presse. Mais on était en 1967. L'Amérique brûlait déjà de tensions raciales. Un officier l'a dit, hors enregistrement. On ne va pas dire au pays qu'un sergent noir du Mississippi a corrigé une faiblesse que nos ingénieurs à 1 million de dollars n'avaient même pas identifiée. Alors ils firent ce que l'armée américaine a trop souvent fait avec ses génies noirs. Ils gardèrent l'innovation et effacèrent l'homme. Mais Townsend n'avait jamais voulu être une légende. Il voulait que les jeunes Marines rentrent chez eux vivants. Et ils le firent, par milliers. Décembre 1967, Da Nang Air Base. Un hangar transformé en atelier expérimental. Pas de médaille, pas de caméra, seulement une table, 3 outils et un sergent noir expliquant à des ingénieurs blancs comment fonctionne sa création. Mitchell Townsend, fusil en main, prononce une phrase qui restera gravée dans la mémoire de l'un des techniciens. Ce n'est pas une invention, c'est une urgence.
Ils prenaient des notes comme s'ils écoutaient un professeur, mais aucun ne l'appelait monsieur, seulement sergent. Et pourtant, il leur expliquait la future doctrine des snipers américains. La naissance d'un composant officiel. En février 1968, un document interne fut validé. M14 ERM, Extended Range Modification Kit, kit de modification de portée étendue, composition, micro-régulateur de gaz usiné, manuel d'ajustement, outils de démontage rapide, tableau de correction balistique. Mais dans le manuel, une ligne cruciale manquait. Inventé par le chirurgien Mitchell Townsend, 3-5 Marines à la place, on pouvait lire « développé suite à des retours du terrain ». La manière élégante de dire « on a pris l'idée du sergent, on l'a repeinte en jargon technique et on l'a signée en haut ». Une rumeur devient enseignement 1971. Quantico, Scout Sniper School. Un instructeur présente le module Internal Ballistics and Gas Regulation. Un élève lève la main. Staff sergent, d'où vient ce système? Initiative terrain au Vietnam. Pas de nom, juste du génie. Le génie avait un nom, mais pas de place dans le manuel. On enseignait ses idées, sans jamais enseigner son existence. L'arme qui a changé l'histoire, puis disparu des livres. Au début des années 70, l'armée américaine développa le M40A1 avec un système de gaz réglable intégré. Les ingénieurs prescripteurs ne le savaient peut-être pas, mais la base de ce système était l'observation d'un sergent noir qui avait osé dire « Je peux faire mieux ». Et pourtant, pas une ligne dans les archives publiques, aucun brevet, aucun crédit officiel. Ce que l'histoire retiendrait plus tard, une innovation anonyme issue du terrain. Ce que l'histoire aurait dû retenir, un homme a sauvé 2000 Marines, avant que quelqu'un ne décide que son nom ne méritait pas d'être retenu. Mais les hommes, eux, n'ont jamais oublié. Chaque génération de snipers de la 3rd Marine Division transmettait la rumeur. Le fil de Townsend, pas écrit, pas enseigné, mais raconté, de bouche en bouche, de tir en tir, d'homme vivant à homme vivant. Atlanta, 1989. Un salon poussiéreux, un buffet de café tiède, des vétérans en veste décorés de pain et de souvenirs. Mitchell Townsend, cheveux grisonnants, épaules toujours droites, marchait entre les tables comme un homme qui n'attendait plus rien. Il n'était jamais devenu poster boy du corps. Pas de documentaire, pas d'interview télévisée, seulement une mention administrative, une médaille mineure et un silence institutionnel. Jusqu'à ce moment, un homme se leva, ventre rond, moustache blanche, regard soudain très jeune, colonel Walter Cunningham, l'ancien chef de la Scout Sniper Platoon, le même qui, en 1967, avait levé les yeux au ciel en voyant du fil de cuivre sur un fusil réglementaire. Il s'approcha de Townsend et dit une phrase qu'aucun journaliste n'avait jamais prononcée. « Vous êtes l'homme qui a changé notre guerre, et je refuse que l'histoire vous oublie. » Le premier homme à raconter la vérité, Cunningham, avait passé 22 ans à étudier les opérations au Vietnam. Et dans toutes ses recherches, une anomalie revenait. Comment des M14 avaient-ils soudainement dépassé les SVD? Pourquoi les rapports de perte avaient-ils chuté après août 1967? Qui avait conçu ce système de gaz réglable avant même que le corps ne l'adopte officiellement? Et partout, dans les notes, les marges, les récits, une seule signature officieuse. T. Cunningham, excédé par les omissions, écrivit un article de 46 pages pour US Naval Institute Proceeding. Titre: The Wire That Changed the War.
Et pour la première fois, noir sur blanc, l'innovation la plus importante du corps de Marines en 1967 n'a pas été conçue par un laboratoire, mais par un sergent noir armé d'un MK-14, d'un cerveau enragé et de 75 centimes de cuivre. Les jeunes officiers n'en revenaient pas. Les emails commençaient à circuler. Les archives furent rouvertes. Les vieux rapports déclassifiés. Et ce qu'ils virent leur coupa le souffle. Le manuscrit initial du manuel technique, où le nom de Townsend avait été supprimé à la main au feutre noir avec une note en marge. No attribution. Keep it institutional. Un silence. Pire que le racisme. Le silence institutionnel. Case Quantico. Salle de briefing. Un major jeune, trop jeune pour avoir connu le Vietnam, lisait le dossier. Attendez, ce gars n'a jamais reçu de reconnaissance? Pas officiellement. Il a sauvé 2000 Marines. Oui. Et on a effacé son nom? Oui. Long silence. Ce n'est pas acceptable. Et ainsi commença la réhabilitation. Non pas par décret, non pas par ordre, mais par honte. Quand on essaie d'effacer un homme, parfois on en crée un symbole. Et sur les murs de Quantico, un panneau apparaît « Townsend Field Innovation Case Study, USMC Doctrine », avec une ligne qui n'existait pas en 1967. « Sometime courage means breaking the rules to save those who follow them ». Quantico, 1997. 30 ans jour pour jour après ce matin dans les collines de Quang Tri, le hall du Scout Sniper Instructor School était rempli. Des instructeurs en service, des vétérans, des généraux, des jeunes tireurs d'élite encore incapables de comprendre qu'ils allaient voir entrer un fantôme vivant. Un maître de cérémonie annonça « Mesdames et messieurs, Sergent Mitchell Townsend, USMC, retraité ». Il marcha lentement, pas par faiblesse, par gravité. Même le sol semblait respecter son pas. Devant lui, une vitrine. Pas une statue, pas un uniforme de parade, pas une photo héroïque. Juste ça. Un morceau de fil de cuivre, un manuel M14 annoté à la main, une plaque de bois avec une seule inscription. 7 août 1967. Parfois, le courage consiste à ne pas obéir. Et en dessous, Sergent Mitchell, Townsend, USMC, 3rd Battalion, 5th Marines, Scott Sniper Platoon. Il resta immobile, les yeux fixés sur ce morceau de cuivre. Ce n'était plus un bricolage, c'était une relique. Le général Matthews prit la parole. Le corps de Marines aime raconter qu'il valorise l'initiative. Mais ce n'est que la moitié de la vérité. Parce qu'il y a eu des moments où l'institution a préféré le silence plutôt que de reconnaître que l'idée qui a sauvé des vies venait d'un sergent et pas d'un colonel, et pire encore, d'un sergent noir. Silence absolu. Puis, Mitchell Townsend n'a pas seulement modifié un fusil, il a modifié notre façon de penser. Il a prouvé que la désobéissance peut être un acte de loyauté et que parfois, pour protéger ces hommes, il faut briser les règles. Applaudissements, pas bruyants, lents, lourds, respectueux. Et puis, un homme s'avança, vieilli, cicatrice visible, yeux brillants. Major General Franklin Riley, l'ancien spotter, le gamin nerveux de 19 ans qui avait dit « Sarge, tu vas finir au tribunal militaire ». Il posa une main sur l'épaule de Townsend et murmura « Tu avais raison ce jour-là, et moi, je ne l'étais pas ». Townsend sourit. « Si je me trompais, on serait morts tous les deux. Donc tu faisais ton boulot, Riley. C'est pour ça que je t'ai choisi. » Et pour la première fois, Riley pleura devant des hommes. Après la cérémonie,
On demanda à Townsend s'il avait un message pour les jeunes snipers. Il hocha la tête, avança vers le micro. L'armée vous apprendra comment tirer. Elle vous apprendra comment survivre. Mais elle ne vous apprendra pas quand désobéir. Et parfois, c'est la seule chose qui sauve des vies. Mitchell Townsend est mort le 12 juin 2011. Cancer du pancréas. Rapide, impitoyable. Il avait 67 ans. Pas de grands discours. Pas de funérailles militaires télévisées. Juste une église modeste à Atlanta, les bancs pleins de vétérans qui marchèrent désormais avec des cannes et des prothèses. Mais ce jour-là, quelque chose se produisit, parce qu'ils étaient venus. D'anciens commandants de jeunes snipers formés sur son histoire des Marines, qui n'avaient jamais entendu sa voix, et des hommes vivants uniquement parce qu'un jour, un sergent avait enroulé un fil de cuivre autour de son fusil. Dans son éloge funèbre, le général Riley prononça une phrase qui fit pleurer des hommes qui n'avaient jamais pleuré de leur vie. Mitch n'est pas mort en héros, il l'était déjà. Ce jour-là, en 1967, il n'a pas seulement changé un fusil, il a changé notre destin. Et il n'a jamais demandé qu'on lui dise merci. Alors aujourd'hui, Mitch, on te le dit enfin. Merci d'avoir refusé de nous laisser mourir. Quelques mois plus tard, le National Museum of the Marine Corps à Quantico reçut un colis. À l'intérieur, son M14 modifié, le fil de cuivre original. Sa médaille, la seule qu'il avait exposée dans son garage, une lettre écrite de sa main. If they forget my name, let them at least remember the lesson. Sir Justin Townsend. Aujourd'hui, son fusil repose sous verre. À côté, une note. L'innovation la plus précieuse de la guerre du Vietnam n'a pas été créée par un laboratoire, mais par un sergent noir de 23 ans, un cerveau en colère et 75 centimes de cuivre. Parfois, les vies que vous sauvez ne savent même pas que vous étiez là. Parfois, la plus grande bataille n'est pas contre l'ennemi, mais contre les règles qui empêchent la vérité de respirer. Et parfois, la seule différence entre 2000 hommes morts et 2000 hommes qui rentrent chez eux, c'est quelqu'un qui refuse de dire « je n'y peux rien, ce sont les ordres ». C'était Histoire de Dîmes, là où les héros ne demandent pas la permission pour faire ce qui est juste, et où chaque silence cache une vérité. Si tu crois que parfois désobéir, c'est protéger, écris respect, et partage cette histoire parce que certains noms méritent d'être prononcés, même 50 ans après la guerre.